Les plus grands traîtres sont souvent ceux qui prétendent vous offrir du réconfort dans vos moments de douleur. Proverbe ancien. Ce jour-là, je ne perdais pas seulement ma fille, mais aussi une partie de mon âme. Les funérailles de ma fille étaient censées être un moment de recueillement, un hommage à la vie d'une jeune femme pleine de promesses. Pourtant, dans cette ambiance de tristesse et de perte, une autre forme de douleur, plus perverse, s'est installée en moi. Tout avait commencé comme un événement typique, une cérémonie dans une église modeste où les proches et amis venaient rendre hommage. Les fleurs, les bougies, les visages empreints de tristesse. Mais je n'avais jamais imaginé que ce jour-là, une trahison aussi profonde allait éclater sous mes yeux. Pendant que les gens exprimaient leurs condoléances, je remarquai quelque chose de subtil mais étrange. Mon gendre, un homme que j'avais toujours respecté et que je pensais honnête, semblait agité. Il évitait mes regards, et ses gestes étaient nerveux, presque comme s'il attendait quelque chose. Peu après la cérémonie, alors que je commençais à retrouver un peu de calme dans l'arrière-salle, un message surgit sur mon téléphone. C'était de la banque. Une alerte de retrait de 500 000 € de notre compte commun, un montant qui aurait dû être pour les dépenses liées aux funérailles de ma fille. Mon cœur s'arrêta un instant. Je savais que cet argent avait été destiné à régler certains détails essentiels, comme les frais de succession et autres formalités. Je tournai immédiatement mon regard vers lui. Il était là, dans le coin de la pièce, discutant avec quelques invités, inconscient de ce qui se tramait. Mais moi, je savais. Il avait pris l'argent, et il pensait que personne ne le saurait. Ce vol pendant un moment aussi vulnérable, ce vol pendant que j'étais plongé dans ma douleur, était la pire des trahisons. Il avait profité de ma perte pour assouvir ses propres intérêts. Ce que l'on fait dans l'ombre finit toujours par éclater à la lumière. Proverbe antique. Je n'ai rien dit, rien révélé. Pas encore. Mon esprit commença immédiatement à formuler un plan. Il pensait que sa manœuvre passerait inaperçue, mais il ne savait pas que j'étais loin d'être aussi vulnérable qu'il croyait. Ce vol allait être le début de son effondrement, et il ne le savait même pas. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'il avait pris, c'était ma dignité, et plus encore, la possibilité d'une paix que je croyais avoir perdue avec la mort de ma fille. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, l'histoire sera encore plus incroyable. J'ai hâte de la partager avec vous. Le silence est plus puissant que les mots, surtout quand la vérité se cache derrière. Proverbe antique. Les jours suivant les funérailles étaient étranges. La douleur de la perte de ma fille me dévorait, et pourtant une autre souffrance, plus silencieuse mais plus corrosive, envahissait mon esprit. J'étais hantée par cette transaction de 500 000 € qui avait disparu de notre compte commun, un montant qui, en d'autres circonstances, aurait été utilisé pour honorer la mémoire de ma fille. Mon gendre, cet homme que j'avais accueilli comme un fils, semblait ignorer mon inquiétude grandissante. Il avait pris soin d'éviter les conversations sérieuses, se concentrant sur des détails futiles de l'après-funérailles. Mais à l'intérieur de moi, un sentiment d'urgence brûlait. J'avais besoin de réponses, et je savais que je devais agir discrètement. Je décidai de commencer mon enquête de manière silencieuse. Pas de confrontation directe, pas encore. Il était plus important que je recueille des preuves, que je comprenne réellement ce qui se passait avant de réagir de manière impulsive. J'avais été trop patiente et discrète tout au long de ma vie pour laisser ce genre de trahison sans réponse. Le lendemain, je me rendis à la banque, prétextant une simple mise à jour de mes informations personnelles. J'avais besoin de connaître chaque détail des transactions récentes, notamment le retrait suspect. La banquière, charmante mais totalement inconsciente de l'urgence de ma situation, me donna les informations sans trop poser de questions. C'est ainsi que j'appris que l'argent avait été transféré à un compte offshore, appartenant à une société que je ne connaissais même pas. Mon gendre avait organisé cela d'une manière soignée, presque professionnelle, comme s'il avait anticipé que je finirais par m'en rendre compte. Mais un détail me frappa. Le transfert avait été effectué à l'heure exacte où les invités étaient repartis, après les funérailles. Il avait agi au moment même où je pleurais ma fille, dans l'ombre de ma douleur. Je n'avais pas encore confronté mon gendre,
mais le doute et la rage commençaient à m'envahir. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper la vérité. La vérité, elle, était là, calme et implacable, attendant que je fasse le bon mouvement pour la révéler. Je savais qu'il me fallait être stratégique. Une confrontation brutale pourrait être désastreuse. L'héritage de ma fille, mon propre bien-être, tout était désormais en jeu. La pièce que je devais jouer ne devait pas être précipitée. Je prendrais mon temps pour comprendre comment le faire tomber, sans qu'il ne puisse s'en sortir. Les jours suivants furent empreints de calme, mais un calme lourd, presque oppressant. Je sentais que le moment était venu d'affronter la vérité en face, de confronter mon gendre et de lui demander des explications sur ce vol éhonté. Cependant, je savais que cette confrontation ne devait pas être précipitée. Elle devait être minutieusement préparée. Car si je voulais que la vérité éclate, il fallait que j'agisse avec prudence. J'avais pris le temps d'observer son comportement ces derniers jours. Il continuait de jouer son rôle de mari dévoué, de gendre respectable, mais quelque chose dans ses gestes, dans ses paroles, trahissait une nervosité palpable. Il savait qu'il avait franchi une ligne, mais il espérait sans doute que je n'allais rien découvrir. Ou pire, il pensait peut-être qu'il pourrait m'intimider. Mais j'étais bien décidée à ne pas me laisser faire. Une nuit, après que tout le monde se soit retiré pour dormir, je me retrouvais seule avec lui. C'était le moment idéal, j'en étais certaine. Il n'y avait plus de distraction, plus de regards curieux. Je le trouvais dans le salon, sirotant un verre de vin, comme si rien n'était arrivé. Il m'adressa un sourire poli, mais je remarquai la tension dans son regard. « Tu sembles préoccupée, maman », dit-il d'un ton trop calme, comme s'il essayait de détourner la conversation. Il ne savait pas que chaque parole, chaque mouvement me permettait de l'étudier, de comprendre l'étendue de sa trahison. Je n'étais pas venue pour échanger des politesses. Je m'assis en face de lui, prenant une profonde inspiration. « Tu sais pourquoi je suis ici. » Il haussait les épaules, feignant l'ignorance. « De quoi parles-tu » Je sortis mon téléphone et montrai la transaction, le transfert de 500 000 € qu'il croyait avoir effectué en toute discrétion. « Je pense que tu sais exactement de quoi je parle. Pourquoi as-tu pris cet argent ?» L'air qu'il souffla à travers ses dents m'indiqua qu'il savait que son masque venait de tomber. Il se leva brusquement, son visage devenant plus pâle. « Tu n'as pas le droit de m'accuser comme ça sans preuve. » Je gardai mon calme, un calme glacé. « Tu penses vraiment pouvoir me faire taire avec des menaces ?» Ma voix était calme, mais chaque mot portait le poids de la vérité. Il était piégé. Il savait que je savais. Mais il restait silencieux, tout en évitant mon regard. Je savais qu'il attendait que je fasse une erreur, mais je ne le ferais pas. Je ne donnerais pas l'avantage à cet homme, ce voleur, ce traître. La vérité est comme un lion. Vous ne devez pas la défendre. Laissez-la aller. Elle se défendra elle-même. Saint Augustin. La vérité se tenait devant nous, mais lui, il ne pouvait l'ignorer plus longtemps. Je pris une décision. Je lui donnai encore un peu de temps. Mais il n'échapperait pas à la justice. La trahison qu'il avait commise allait avoir des conséquences, et il n'était pas prêt à affronter l'ampleur de celle-ci. Le mensonge est un voile léger, mais une fois levé, il révèle la vérité dans toute sa puissance. Proverbe romain. La nuit était tombée, mais l'air était lourd de tension. Mon gendre, sans un mot, s'était assis en silence, les yeux fixés sur le sol, comme s'il espérait que cette discussion ne serait qu'un mauvais rêve. Il savait, comme moi, que les choses ne seraient plus jamais les mêmes après cette confrontation. Je n'avais pas l'intention de lui accorder une issue facile. Il avait volé non seulement de l'argent, mais aussi une partie de ma dignité, une part de la mémoire de ma fille. Cette somme, qui aurait dû servir à honorer sa mémoire, était maintenant dans les poches d'un homme que je considérais comme un membre de ma famille, un homme que j'avais accueilli avec bienveillance, croyant en sa sincérité. « Pourquoi, Robert ?» demandai-je d'une voix calme mais ferme, mes yeux ancrés dans les siens. « Pourquoi avoir fait ça, alors que tu savais que je n'avais rien d'autre que ma famille et mes proches à cœur ?» Il écarquilla les yeux, comme s'il ne s'attendait pas à une telle question. Une lueur de panique traversa son regard, et il se leva d'un coup,
luttant pour maîtriser sa nervosité. « Tu te trompes, Marie. Ce n'était pas ce que tu penses. Il y a eu un malentendu. » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Je savais qu'il mentait. Ce mensonge ne pouvait plus tenir. Ses yeux, qui fuyaient le mien, étaient tout aussi évidents que ses mains qui tremblaient. Il savait qu'il avait été pris dans son propre piège, un piège qu'il pensait pouvoir dissimuler avec ses excuses. Mais ces excuses ne changeraient rien à la vérité. Le vol d'une personne est un crime, mais le vol d'une famille est une trahison. Proverbe antique. Robert n'avait pas simplement pris de l'argent, il avait dérobé une partie de mon monde. Cette trahison n'était pas simplement financière. Elle m'avait trahi dans les profondeurs de ma confiance. Je ne pouvais plus rester silencieuse. La décision était prise. Je devais agir. Il n'y avait plus de place pour la clémence, ni pour les mensonges. Cette histoire allait prendre une tournure radicale, et il n'y avait pas de retour en arrière. Il faut de la vérité dans l'amour, mais l'amour doit aussi être juste. Platon. La vérité, dans ce cas, serait bien plus douloureuse pour lui qu'il ne l'avait imaginé. Je m'approchai de lui, ma voix désormais plus ferme, plus déterminée. « Tu vas tout me dire, Robert, chaque détail. Je vais récupérer ce qui m'a été volé, et tu vas comprendre que cette trahison ne restera pas impunie. » Ses yeux s'agrandirent encore. Il avait compris que le silence ne l'aiderait plus. Il savait que je ne m'arrêterais pas avant d'avoir la vérité, mais cette vérité risquait de le briser. La vérité finit toujours par éclater, même dans les ténèbres les plus profondes. Sophocle. Robert semblait hésiter. Ses yeux cherchaient désespérément une issue, mais il n'y en avait plus. L'ombre de sa culpabilité était trop évidente. Il savait que son jeu était terminé, que les conséquences de ses actions étaient désormais inévitables. Il se mit à parler, à balbutier, espérant que ces mots pourraient apaiser ma colère. « Je n'avais pas d'autre choix, Marie, » dit-il en tremblant, les mains s'entrechoquant dans une nervosité palpable. « Je suis désolé, mais l'argent, c'était pour des projets personnels. » Je levai la main, l'interrompant. Ses excuses ne m'intéressaient plus. Il pensait encore pouvoir justifier son vol, enfoncer encore plus profondément la lame de sa trahison. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était que l'argent n'était pas ce qui me blessait le plus. C'était l'intention derrière cet acte, la façon dont il m'avait utilisé, manipulé, dans un moment aussi fragile. Je restai silencieuse un instant, l'observant fixement. Ses yeux fuyants, sa posture tremblante, tout en lui criait sa culpabilité. J'avais désormais toutes les preuves, et je savais qu'il n'avait d'autre choix que de tout avouer, ou de se retrouver complètement acculé. « Pourquoi n'as-tu pas simplement demandé de l'aide, Robert ?» demandai-je d'une voix calme mais implacable. « Pourquoi n'as-tu pas pris le temps de me parler, de me dire ce qui n'allait pas, au lieu de voler l'argent de ma fille et de tout gâcher ?» Il baissa les yeux, incapable de répondre. Il savait qu'il avait franchi la ligne, qu'il avait trahi la confiance de toute la famille, mais surtout la mienne, la confiance d'une mère en son gendre. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que tu ne le saurais jamais, murmura-t-il finalement, d'une voix brisée. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant fort dans ma poitrine. La vérité était là, entre nous, aussi cruelle et implacable qu'un couperet. Mais je savais qu'il n'y avait plus de retour possible. Il avait pris ce qui ne lui appartenait pas. Et il allait devoir faire face à ses actes. « Tu vas réparer ce que tu as détruit, Robert. Tu vas restituer cet argent et tu vas expliquer à tout le monde ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il est hors de question que je laisse ta trahison détruire encore plus de vies. » Je savais que ce serait difficile, que Robert ne s'attendait sûrement pas à une réaction aussi déterminée. Mais il avait sous-estimé ma capacité à me relever. J'avais perdu ma fille, oui, mais je n'avais pas perdu ma dignité. Et il découvrirait bientôt que l'héritage de ma famille ne serait pas brisé par une trahison aussi basse. Il est plus facile de détruire que de reconstruire, mais seule la reconstruction révèle la véritable grandeur. Proverbe antique. Après ma confrontation avec Robert, un silence pesant s'installa dans la pièce. Il était comme un animal acculé, sa fierté anéantie, sa propre culpabilité le submergeant. Mais ce silence, aussi lourd soit-il, marquait le début d'une nouvelle phase.
Le vol de cet argent n'était plus qu'un souvenir en comparaison de ce que j'allais entreprendre. La véritable question n'était pas ce qu'il avait pris, mais ce que j'allais en faire. Robert se tenait là, les mains toujours tremblantes, le visage marqué par la honte. Il savait qu'il avait perdu toute chance d'échapper à sa responsabilité. Mais il restait, dans un coin de son esprit, une petite lueur d'espoir. Espérait-il que je l'épargnerais, que je ferais semblant que rien ne s'était passé? Non, pas cette fois. « Tu vas rendre l'argent, Robert, » dis-je fermement. « Tu vas l'expliquer à la famille, et tu assumeras les conséquences de ton acte. Tu n'as plus d'autre choix. » Sa réponse ne tarda pas à arriver, bien que tout en lui hurlait son incapacité à réparer ce qu'il avait brisé. « Je ne sais pas comment... Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait, Marie. Je suis désolé, » dit-il, presque inaudible. Je le fixai longuement, l'air implacable. Le regret n'a pas de valeur, Robert. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire maintenant. Tu devras être honnête, non seulement avec la famille, mais avec toi-même. Il hocha la tête lentement, résigné. L'acceptation de ses actions était le premier pas, mais il savait que ce serait loin d'être suffisant. La famille, cette même famille qu'il avait trahie, exigerait des explications. Et il ne pourrait pas simplement esquiver la situation avec des mots. Je savais que l'instant de vérité approchait. Robert allait devoir se soumettre à la restitution de l'argent et à un face-à-face avec la famille, et ce ne serait pas facile. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette situation allait lui coûter plus qu'il ne pouvait imaginer. La trahison n'était pas seulement une question de loyauté, mais de rétablir un équilibre. Et l'équilibre ne serait restauré que lorsqu'il ferait face à ses erreurs. Ce que tu as fait aujourd'hui ne peut pas être effacé, Robert. Mais tu as la possibilité de réparer ce qui est réparable. C'est à toi de montrer que tu es capable de réparer ta propre erreur. Il fallait qu'il en prenne conscience. Il fallait que la vérité éclate et qu'il accepte les conséquences. Mais moi, je n'étais plus la victime de son mensonge. Désormais, c'était lui qui devait se défendre. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin qui mène à la rédemption. Proverbe grec. Les jours qui suivirent la confrontation avec Robert furent lourds de tension. Il savait ce qui l'attendait, mais il restait dans le déni, espérant probablement que le temps effacerait ses erreurs. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer la vérité. Il avait volé une part de ma famille, une part de ma dignité, et il devait désormais rendre des comptes. Il commença à effectuer les démarches pour restituer l'argent. Il fit le nécessaire pour que le montant de 500 000 €, détourné par ses soins, soit transféré à un compte spécifique que je contrôlais désormais. Il m'avait promis de tout faire pour rectifier sa faute, mais l'action, bien qu'essentielle, ne suffisait pas. La question n'était pas seulement de récupérer l'argent, mais de réparer ce qui était brisé. La confiance, l'harmonie, l'image qu'il avait construite parmi les siens. Le lendemain, j'organisais une réunion de famille. Je n'avais plus de temps à perdre. Il était temps que la vérité éclate et que tout le monde sache ce qui s'était réellement passé. Le regard de ma fille, décédée trop tôt, me hantait encore, me rappelant que cette trahison n'était pas seulement un affront personnel. C'était une atteinte à la mémoire de celle que j'avais tant aimée, et Robert en avait été l'architecte, dans son égoïsme et sa cupidité. Tous étaient réunis dans le salon, l'atmosphère lourdement chargée d'émotions. Mon gendre semblait à bout de nerfs. Ses gestes nerveux trahissaient de son malaise. J'avais demandé à ce qu'il prenne la parole en premier, qu'il s'explique devant les autres. Je sentais une vague d'angoisse traverser l'air, mais je restais ferme. Je n'avais plus de place pour les compromis. Il devait faire face à la vérité. Robert se leva, sa voix tremblait, mais il n'eut d'autre choix que de commencer son aveu. Il parla de son problème financier, de ses erreurs, et de comment il avait cru que personne ne s'apercevrait de son acte. Le regard des membres de la famille était intransigeant. Certains détournèrent les yeux, d'autres étaient figés, choqués. Je n'interrompis pas, écoutant chaque mot qu'il prononçait. Une fois qu'il eut terminé, je pris la parole, d'un ton aussi froid que déterminé. « Tu as pris 500 000 €, Robert, mais tu ne sais pas ce que tu as réellement volé. Tu as volé la confiance d'une famille entière,
Tu as volé la mémoire de ma fille. Les mots sortirent plus fort que je ne l'avais prévu. Il baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Mais la honte ne suffirait pas. Il devait payer de sa propre personne, non seulement en restituant l'argent, mais aussi en faisant face aux conséquences de sa trahison. Je savais que ce n'était pas la fin, que le chemin de la réconciliation serait long, semé d'embûches. Mais la première étape était franchie. La vérité était maintenant sur la table. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Il n'y a pas de rédemption sans sacrifice. Proverbe antique. La vérité était désormais dévoilée, mais cela n'effaçait pas les cicatrices laissées par la trahison de Robert. Malgré les efforts qu'il faisait pour réparer son erreur, les dommages étaient irréparables, et l'air était lourd de ressentiment et de déception. Après la réunion de famille, Robert tenta de racheter sa faute en s'excusant, en expliquant comment il avait agi par impulsion, pris par des dettes qu'il n'arrivait plus à gérer. Mais ces mots, aussi sincères qu'ils aient pu paraître, ne pouvaient effacer la gravité de son acte. Il m'avait volé bien plus que de l'argent. Il m'avait volé ma confiance, et celle de mes proches. Je savais que les mots ne suffiraient pas. Il devait payer le prix de sa trahison. L'argent n'achète pas la confiance, m'avait dit un vieil ami autrefois. Et c'était ce qu'il avait compris en prenant l'argent. Il croyait que l'argent allait effacer tout, mais il se trompait. Les membres de la famille étaient partagés entre le désir de pardonner et la nécessité de préserver l'intégrité de notre histoire. Certes, nous avions tous été victimes d'une erreur de jugement, mais il n'était pas question de laisser cela impuni. La situation devenait plus compliquée au fur et à mesure que les jours passaient. Robert, dans son désir de restaurer ce qu'il avait détruit, décida de faire amende honorable d'une manière plus formelle. Il restitua l'intégralité de l'argent, mais il ne savait pas encore que ce geste ne suffirait pas. L'argent ne guérit pas les blessures de l'âme, disait un proverbe chinois. Et c'était là tout le problème. La famille ne pouvait tout simplement pas oublier ce qu'il avait fait. Le vrai défi résidait dans ce qui venait après. La confiance avait été brisée, et bien que l'argent ait été restitué, il faudrait beaucoup plus de temps pour reconstruire ce qui avait été détruit. Robert devait comprendre que la réconciliation ne se faisait pas en achetant des gestes, mais en prouvant, par ses actions et son humilité, qu'il était digne de la confiance perdue. Je pris une décision. Tu devras réparer les torts d'une manière plus profonde que ce que tu as déjà fait, dis-je fermement. Tu commenceras par restituer ta place dans cette famille, non pas par ton argent, mais par ton engagement sincère et un véritable changement. Il ne répondit pas immédiatement. Il savait que c'était le dernier test de son engagement. Je n'attendais pas seulement des excuses, mais une transformation réelle. Les prochaines semaines allaient être décisives. Robert devait prouver qu'il méritait toujours une place parmi nous. Mais dans cette quête de réconciliation, il n'y avait pas de raccourci. Le chemin serait long, et chaque action qu'il entreprendrait serait scrutée avec la plus grande attention.